Bonjour Sylvain Boucheron, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette journée COP26 dédiée à la nature. Alors, avec plaisir. merci beaucoup. Avant de commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous, sur Belle Évolution que vous avez créée et sur les différentes organisations au sein desquelles vous intervenez? Oui, alors effectivement, j'ai cofondé BL Evolution il y a une dizaine d'années. BL Evolution, on est cabinet de conseil en transition écologique et on intervient particulièrement auprès des entreprises, des collectivités territoriales sur les questions de RSE d'une part, mais aussi de climat, de biodiversité et de transformation des modèles économiques. Et donc, ce qui nous permet de voir sur le terrain finalement comment ces sujets sont compris ou pas encore d'ailleurs aujourd'hui dans un certain nombre de cas et comment est-ce qu'on va trouver des solutions pour que les organisations, les entreprises, les territoires, les collectivités puissent se transformer et s'adapter aux grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Et puis à côté de ça, je suis également investi dans différentes instances et notamment au sein de l'AFNOR sur la commission de normalisation biodiversité qui a été installée il y a maintenant 3 ans et donc qui a été mise en place justement pour pouvoir mobiliser les acteurs et proposer des référentiels, des normes, des outils pour une meilleure prise en compte des questions de biodiversité. Et donc, on a notamment publié cette année une première norme qui s'appelle Démarche biodiversité pour les organisations et qui permet aux entreprises ou structures qui souhaitent mettre en place une démarche et mieux prendre en compte la biodiversité, de se poser les bonnes questions et de mettre en place des actions pertinentes et à la hauteur des enjeux. Très bien, merci beaucoup. Alors, chaque journée de la COP26 est dédiée à une thématique précise et le 6 novembre est dédié à la nature, avec l'objectif de poser et considérer la nature et l'ensemble de ce qui la constitue comme une réponse propre, durable et responsable au changement climatique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que dit l'accord de Paris sur ces sujets et quels sont les enjeux des négociations pour cette COP26 à Glasgow? Alors en fait, à l'époque de la COP à Paris, le sujet de la nature n'avait pas vraiment été évoqué. Et ça, je pense que c'est une évolution assez notable que l'on peut faire et que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est que la question de la nature et de la biodiversité a vraiment pris une place centrale. Moi, mon sentiment, c'est qu'à peu près il y a 1 an et demi, il y a eu un véritable basculement dans l'opinion publique, dans la manière dont les décideurs s'intéressent à ces sujets d'environnement, qui étaient très centrés sur le climat, Mm. avec tout ce qui s'est passé, et évidemment les COP climat et l'accord de Paris a notamment abouti parce qu'il y avait une véritable sensibilisation et prise en compte des questions climatiques et assez peu des autres enjeux environnementaux, dont la biodiversité. Et là, on a vu un vrai basculement, je pense, il y a 1 an et demi. Et donc, on voit qu'on ne peut pas traiter la question du climat sans s'intéresser à la question de la biodiversité. Et donc, ça, c'est plutôt une évolution notable. Et les enjeux vont être bien, je pense, dans cette COP, de acter ce constat-là et puis surtout de faire en sorte que les options qui sont les actions, les engagements qui sont décidés soient bien favorables à la fois pour le climat et à la fois pour la biodiversité. Donc ça, je pense que c'est un enjeu vraiment important puisqu'on se rend compte, mais on en reparlera probablement tout à l'heure, que si on s'intéresse au climat, on peut pas avoir des actions qui soient bonnes pour le climat, mauvaises pour la biodiversité et vice versa. Il faut avoir vraiment une approche globale. La nature étant aussi parfois des solutions sur les questions, apporte des solutions sur les questions climatiques. Et donc, on a cette nécessité d'avoir une pensée globale. Alors justement, comment pourriez-vous nous dire que comment considérer et pourquoi la nature et le changement climatique sont-ils si liés? Quelles sont les interactions l'un vers l'autre et vice-versa? Alors en fait, peut-être revenir de manière un petit peu plus globale, ce qu'on oublie parfois, c'est que l'ensemble de la vie sur Terre, c'est vraiment un système global. Le climat étant un des paramètres qui va avoir une influence très importante sur la biodiversité, sur la vie, sur les espèces, puisque les espèces se sont adaptées depuis 3,8 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre. Les espèces ont évolué et se sont en permanence adaptées aux conditions qui étaient présentes sur Terre, et donc notamment aux conditions climatiques. Et donc,
il y a une sorte d'équilibre, si on peut dire, d'équilibre dynamique qui se crée entre les conditions climatiques, hydrologiques, physico-chimiques qu'il y a sur la planète et les espèces qui s'y développent, que ce soit les espèces végétales, animales, etc. Et donc, en fait, les deux sont vraiment liés. Si le climat change, ce qui peut se passer, c'est que un certain nombre d'espèces se retrouvent dans des conditions qui sont pas favorables pour elles, et donc elles vont être devant une problématique à traiter, soit elles sont en capacité de s'adapter, et donc d'être capables de, par exemple, supporter des plus fortes chaleurs, ou d'être capables de vivre avec moins d'eau, si dans la zone en question il y aura moins d'eau. Dans un nombre de cas, elles vont être capables de se déplacer pour aller trouver des zones plus fraîches ou qui correspondent à leurs conditions optimales de vie. Quand on est un arbre, on se rend bien compte que c'est assez difficile de se déplacer vers le nord pour trouver des zones un petit peu plus fraîches. Ou quand on est dans l'hémisphère sud, de se déplacer vers le sud. Donc, il y a les espèces sont pas toutes égales, j'allais dire, vis-à-vis des questions climatiques. Et donc, le fait de transformer le climat va avoir un impact très important sur la biodiversité. Donc là, il y a un lien déjà qui est fait. Et puis inversement, le climat a aussi évolué selon un certain nombre de paramètres liés à la biodiversité. On parle par exemple de l'albédo, hein, le fait d'avoir des couverts forestiers par exemple, ou des zones avec tel ou tel type de surface peut avoir une influence sur la capacité de la Terre à absorber les rayons lumineux, à les renvoyer, etc. Donc, on a aussi le fait d'avoir par exemple des forêts, des végétaux qui vont évapotranspirer de l'eau, donc vont aussi avoir un impact sur le climat local. Et en fait, on se rend compte que finalement, les deux sujets sont intrinsèquement liés et on ne peut absolument pas parler du climat d'un côté sans parler du climat de l'autre, et sans parler de la biodiversité de l'autre côté. Et on l'a vu aussi avec un certain nombre d'actions qui avaient été commencées à être mises en place, qui dans un certain nombre de cas on pensait être bonnes pour le climat, mais se sont révélées pas forcément bonnes pour la biodiversité. Et donc là, on a aussi parfois des dilemmes qu'il va falloir apprendre à traiter, donc que ce soit dans les engagements qui vont être pris dans la COP, que ce soit ensuite dans la mise en œuvre par les collectivités, par les entreprises et par les acteurs, de toujours de se poser la question et de trouver les actions qui vont avoir le meilleur impact à la fois sur le climat, réduire les émissions de gaz à effet de serre par exemple, mais aussi d'avoir des co-bénéfices pour la biodiversité. Dans un certain nombre de cas, c'est assez facile. Si vous dites, bon, on va consommer moins de ressources naturelles, on va baisser les consommations d'énergie, de fait, ça va avoir un impact positif sur la biodiversité puisqu'on va moins extraire de ressources naturelles dans la nature, moins générer de pollution. Donc, dans un certain nombre de cas, les actions favorables pour le climat sont aussi favorables pour la biodiversité. Mais il y en a certaines où ce n'est pas forcément le cas. Des exemples, se dire, bon, on va développer le covoiturage pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux mobilités. Si pour cela, on va développer des parkings, des zones, on va artificialiser des sols pour mettre en place des zones d'échange, finalement, c'est pas forcément très favorable pour la biodiversité. On voit le développement des énergies renouvelables. Si ce n'est pas bien pensé dès le début en intégrant la biodiversité, on a parfois ce nombre d'impacts sur la biodiversité. On a vu des champs photovoltaïques, par exemple, qui étaient entourés d'une clôture infranchissable par les espèces, et donc ça crée des barrières pour la nature. Et donc, il est vraiment très, très important que tous les acteurs, tous les décideurs politiques, économiques comprennent que les deux enjeux sont liés et intègrent bien cela dans l'ensemble de leurs projets, des politiques publiques ou privées qui vont être développées. Très bien, merci. Alors, pour répondre justement aux enjeux climatiques, une des solutions qui est souvent évoquée, c'est les forêts comme puits de carbone naturel. Et justement, la reforestation, elle est vraiment présentée comme une solution essentielle dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres puits de carbone naturels qui existent et quels sont-ils? Alors effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la biodiversité, c'est aussi une solution, entre guillemets, pour le climat. Donc la forêt est souvent présentée, comme vous le disiez, comme un puits de carbone. En fait, il y en a de nombreux autres qui sont extrêmement importants. Les océans
qui sont le plus grand puits de carbone au niveau mondial, avec un certain nombre de mécanismes biologiques, la photosynthèse, la calcification par exemple, et puis des mécanismes aussi physico-chimiques, le fait qu'il y ait de la dissolution, de la précipitation dans les océans du carbone. Donc les puits de carbone, c'est vraiment les océans, pardon, c'est un des principaux puits de carbone. Depuis les années 80 à peu près, on estime que 50% des émissions anthropiques ont été compensées par les puits de carbone, entre autres par les océans. Sur les continents, il y a d'autres puits de carbone. Au-delà des forêts, on parle beaucoup des tourbières qui vont avoir une très forte capacité à absorber le CO2, mais aussi tous les sols agricoles qui, selon les pratiques, et là il y a un enjeu aussi très fort sur l'agriculture, selon les pratiques agricoles, on peut avoir un très fort effet de stockage de CO2 par les sols agricoles. Et donc, on voit que finalement, il n'y a pas que les forêts, mais bien les océans à préserver, la question de l'ensemble des terres agricoles et des changements d'usage des sols en général, au-delà des forêts, qui peuvent, selon les pratiques, être une vraie solution à cette question du CO2 et décarboner un peu plus l'atmosphère. Très bien. Alors, on voit bien ici que justement tout ça est très complexe, qu'il y a beaucoup d'interactions. Comment pouvons-nous mesurer tout ça, tous ces impacts? Alors, c'est vrai que sur le climat, il y a eu quelque chose qui a peut-être aidé à une bonne prise en compte, c'est qu'on a réussi à définir un indicateur qui était les émissions de gaz à effet de serre avec une unité qui était les équivalents CO2. Sur la question de la biodiversité, effectivement, c'est un petit peu plus complexe puisque on ne sait pas mesurer la biodiversité avec un indicateur simple. La biodiversité, c'est à la fois des espèces végétales, animales, des micro-organismes. Il y a de la biodiversité dans les sols, les champignons, etc. Donc, on a une diversité d'espèces. Parmi ces espèces, il y a même une diversité d'individus. On parle de diversité génétique. Le fait que vous soyez différent de votre voisin, de vos enfants, de vos parents. Donc, il y a une diversité au sein des espèces, il y a une diversité au sein des écosystèmes. Il y a aussi des interactions. Et ça, c'est une autre dimension qui est très importante dans la biodiversité. Toutes les espèces vont dépendre aussi du bon fonctionnement des autres espèces qui les entourent avec lesquelles elles vivent. Et donc, ces interactions, le fait de manger, par exemple, c'est une interaction. On se nourrit d'autres espèces, végétales ou animales. Ce que l'on respire, l'oxygène que l'on respire a été probablement produit par les arbres qui sont à côté de chez vous. Donc, on a aussi une interaction qui peut être indirecte. Et donc, la biodiversité, c'est tout ça, c'est tout le système vivant qui est en évolution constante. Et donc, le mesurer avec un seul indicateur, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et donc, il y a la nécessité de définir un certain nombre d'indicateurs, peut-être de manière d'évaluer d'une part les impacts. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de 5 grandes pressions sur la biodiversité. C'est justement d'avoir un peu cette approche qui simplifie et qui permet d'appréhender l'impact que l'on peut avoir sur la nature. Mais on a un petit peu cette difficulté. C'est ce qui fait, je pense, que on a eu un peu de mal à se saisir des questions de biodiversité. Ça avance, la recherche fait beaucoup de travaux sur le sujet, et donc on commence petit à petit à mieux appréhender, notamment en travaillant sur ces pressions, sur les impacts sur la biodiversité, à pouvoir définir des politiques qui sont utiles, qui sont positives vis-à-vis de l'érosion de la biodiversité. Très bien. Alors, si on revient par exemple sur la pression sur la déforestation, quels sont les autres facteurs qui affectent la biodiversité? Alors, quand on regarde les travaux de l'IPBES, qui est un réseau de chercheurs international et qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, il y a eu un rapport qui a été publié en 2019 qui a fait une évaluation mondiale de la biodiversité et qui a défini 5 grands facteurs d'érosion de la biodiversité. Le premier, qui est le changement d'usage des terres et des mers, et donc le fait, par exemple, d'aller raser une forêt pour pouvoir y mettre de l'agriculture. Donc là, on est sur la question de la déforestation, justement, ou pour aller construire des pavillons d'habitation, ou pour aller installer une usine ou un entrepôt. Donc le fait de changer, et notamment d'artificialiser les sols. Et donc, il se passe la même chose en mer, bien sûr. Le deuxième facteur d'érosion, c'est la surexploitation des espèces. Donc, le fait que l'on va
surpêcher les espèces en mer, le fait que l'on va peut-être surexploiter telle espèce de fleurs, d'arbres ou telle espèce animale, soit pour les consommer, soit parce qu'on va les utiliser pour construire des meubles, pour produire tel ou tel bien matériel, voire même dans certains cas, par exemple, on a des fleurs, des espèces qui vont nous donner des molécules qu'on utilise dans des médicaments, et donc on peut avoir parfois tendance à surexploiter un certain nombre d'espèces. Donc ça, c'est le deuxième facteur de la biodiversité. Le troisième, c'est le changement climatique. Donc j'ai évoqué tout à l'heure pourquoi est-ce que le changement climatique avait un impact très important sur la biodiversité. Le quatrième facteur d'érosion sont les pollutions. Et donc, que ce soit les pollutions chimiques, dont on parle régulièrement, les pollutions plastiques, par exemple, dont on parle de plus en plus, mais il peut y avoir aussi d'autres types de pollutions qui affectent la biodiversité. Par exemple, la pollution sonore, la pollution lumineuse, le fait d'avoir des villes entières éclairées la nuit, ça va perturber, par exemple, le cycle des insectes, qui ne vont plus savoir si c'est le jour, la nuit, s'il faut se nourrir, s'il faut se reposer, donc ça va perturber leur cycle biologique. Et donc, de fait, ça peut avoir un impact très important sur les espèces. Les oiseaux qui se déplacent peuvent être aussi perturbés, de voir des points lumineux un petit peu partout. Donc, les pollutions ont un impact très fort sur la biodiversité. Et puis, le dernier facteur d'érosion concerne les espèces exotiques envahissantes. C'est le fait de disséminer un peu partout sur la planète des espèces qui n'étaient pas forcément présentes. Donc parfois on le fait de manière involontaire, ça peut être une graine qui est accrochée sur vos habits, vous prenez l'avion, vous allez à l'autre bout de la planète, et puis cette graine va tomber dans un écosystème, va peut-être réussir à se développer, sauf que comme elle n'a pas forcément de prédateurs dans la région, elle va avoir tendance à se surdévelopper et à étouffer par exemple l'écosystème qui était présent. Et donc avec des échanges mondialisés tels qu'on a aujourd'hui, on a vraiment disséminé un certain nombre d'espèces, et ça pose de vrais problèmes économiques, mais aussi de santé. Là, en France, avec l'ambroisie, par exemple, qui est allergène et donc génère des problèmes de santé très importants aussi. Donc ça, c'est le cinquième facteur d'érosion de la biodiversité. Très bien. Alors, on voit bien là, effectivement, que les pressions sont multiples, diverses. Alors, les scientifiques parlent d'ailleurs déjà de la sixième extinction qui serait enclenchée et qui serait même beaucoup plus rapide que les précédentes. Est-ce que vous pourriez nous donner à ce sujet quelques faits marquants? Oui, alors on parle de la sixième extinction puisque les scientifiques, les historiens, les paléontologues ont défini 5 grandes extinctions, donc 5 périodes lors de laquelle une grande partie de la biodiversité s'est éteinte. Et on commence à parler de la sixième extinction aujourd'hui, puisque on voit d'une part effectivement des taux d'extraction qui sont extrêmement importants. Dans le rapport que j'évoquais tout à l'heure sur de l'IPBES, ils estiment que les taux d'extinction sont 10 à 100 fois plus rapides que les taux d'extinction que l'on a dans les périodes classiques, je dirais. Ils ont estimé que 75% était le taux d'espèces animales vouées à disparaître durant le siècle à venir, soit à peu près 1 million d'espèces qui étaient menacées d'extinction, donc 1 million d'espèces. C'est quand même pas rien à l'échelle d'espèces que l'on connaît aujourd'hui sur Terre. Il y a plus de 600 espèces de vertébrés qui ont disparu depuis le XVIe siècle. 9% de toutes les races domestiquées de mammifères utilisées pour l'alimentation et l'agriculture ont disparu en 2016, donc c'est quand même très très important. 3 quarts de l'environnement terrestre et 66% du milieu marin ont été significativement modifiés par l'action humaine. On parle de la dégradation des sols qui a réduit de 23% la productivité sur l'ensemble des surfaces mondiales. Donc dans un monde où on n'arrive pas à nourrir tout le monde, le fait d'avoir dégradé la capacité des sols à être productifs, ça doit quand même nous interpeller. Puis un dernier exemple, le rapport estime que 33% des stocks de poissons marins ont été exploités à des niveaux non durables, donc ont été surexploités. Donc vous voyez, un tiers des stocks, c'est colossal. Donc on est vraiment dans des tendances très très lourdes. On n'est pas dans l'épaisseur du trait, dans les choses anecdotiques. On est vraiment sur une tendance de fond de dégradation de la nature, d'érosion très très forte de la biodiversité. Et donc ça doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que si on est certains vous diraient
bon, c'est pas très grave, une espèce qui disparaît, même plusieurs qui disparaissent. Euh, bon, on peut considérer que c'est important pour des questions éthiques, philosophiques, voire religieuses dans certains cas, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, notre survie dépend bien de la capacité des écosystèmes à fonctionner. Si demain on n'a plus d'oxygène pour respirer, si demain on n'a plus d'espèces que l'on peut consommer pour se nourrir, si demain on a fait disparaître toutes les espèces qui produisent les molécules de nos médicaments, etc., etc., on aura aussi nous-mêmes une incapacité finalement à survivre sur cette planète. Donc, c'est vraiment une question de fond et je pense que c'est peut-être ces révélations, ces chiffres qui ont été rendus publics en 2019 qui ont permis une véritable prise de conscience mondiale sur la nécessité de traiter très très rapidement ce sujet de l'érosion de la biodiversité aux côtés des questions du climat. Bien, alors, du coup, justement, comment, d'après vous, pourrait-on faire pour ralentir ce rythme infernal de perte de la biodiversité, ralentir la déforestation? L'idée, c'est d'agir à plusieurs niveaux. D'une part, de manière très directe, c'est de travailler sur cette question des facteurs d'érosion de la biodiversité. Donc, on parlait de l'usage des sols, évidemment, travailler sur la réduction de la déforestation. Euh, Ça va être de regarder les causes de la déforestation. On l'évoquait tout à l'heure, on a tendance à déforester soit pour aller construire des villes, des villages. Donc, ça pose la question de quel est le mode finalement de développement, entre guillemets, d'urbanisation des populations. Il y a une question très importante sur les régimes alimentaires, puisqu'on observe aussi qu'un des facteurs de déforestation importants, c'est la mise en place de production agricole ou d'élevage. Donc, le fait d'avoir, par exemple, des régimes moins carnés, manger moins de viande, ça pourrait avoir un effet direct très, très important sur la lutte contre la déforestation et le changement d'usage des sols en général. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et puis, plus largement, de la sobriété. Ça, c'est peut-être le terme qui doit devenir quelque part la boussole politique et économique de se dire comment est-ce qu'on peut avoir de la sobriété dans les ressources, consommer moins de ressources. Je parlais de l'alimentation à l'instant, mais moins de ressources, que ce soit pour les constructions, que ce soit pour utiliser évidemment moins de bois, moins de papier, par exemple, sur l'action de la déforestation, mais plus largement, moins de ressources pour les objets du quotidien, pour les vêtements que l'on produit, que l'on jette après les avoir portés quelques fois. En fait, on a une véritable, enfin, un sujet sur cette question de la sobriété, comment on peut changer notre rapport aux ressources naturelles et essayer d'imaginer des modes de vie qui soient beaucoup plus sobres en ressources. Donc ça, c'est, je pense, un des leviers les plus importants sur lesquels on peut travailler pour réduire la question de la perte de biodiversité et de déforestation. Et puis renouer, recréer un lien avec la nature que l'on a un petit peu perdu, remettre de la nature en ville, repenser nos modes d'urbanisation, nos modes de vie en tenant compte de cette question de la biodiversité, lutter contre le changement climatique. Je disais que c'était le troisième facteur de zone de la biodiversité, donc bien sûr réduire de manière très importante nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, évidemment, supprimer l'ensemble des pollutions que l'on peut avoir. Le plastique, on en parle de plus en plus, c'est un véritable fléau pour la biodiversité et puis tout type de pollution sur lequel on peut travailler. On doit mobiliser les industriels, les politiques publiques dans l'ensemble des pays du monde. Et c'est là où il y a effectivement un véritable enjeu pour cette COP. Tout à fait. Et effectivement, c'est tellement structurel tout ce que vous évoquez comme changement, tellement profond dans la société et à tellement de niveaux différents. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible d'atteindre l'objectif de 1,5 degré? Ça semble assez mal engagé, effectivement. On le voit au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre sont quand même toujours en train d'augmenter alors qu'on devrait être sur une pente de réduction extrêmement forte. Dans certains pays, comme en France, on commence à avoir des réductions au niveau national sur les émissions de gaz à effet de serre. Elles vont pas du tout suffisamment vite par rapport aux objectifs de neutralité carbone que l'on a engagés en France et sur lesquels on s'est engagé au niveau international aussi. Donc aujourd'hui, ça semble quand même assez compliqué de se dire qu'on peut y arriver. Les scientifiques nous alertent et nous disent que c'est vraiment les années de la dernière chance. Soit on arrive à avoir finalement ce changement de modèle
un changement de modèle profond, à la fois en termes politiques, en termes de modèle économique, en termes de mode de vie. Et ça, je pense que tous les acteurs et tout le monde doit s'engager dans ces transformations-là et qu'il faut sortir de ce que l'on a fait jusqu'à présent en disant c'est pas ma faute, c'est les autres, les entreprises ne font pas les bons produits, puis les entreprises disent ah bah non mais les clients achètent pas quand je fais des produits responsables, et puis les politiques publiques qui nous disent voilà. Donc, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité et qu'il faut avoir ce sursaut pour imaginer un monde où on peut vivre de manière convenable et puis imaginer des activités, des modes de vie qui soient sobres en ressources, sobres en gaz à effet de serre. Bah bon, pour l'instant, on voit que c'est pas forcément les modèles sur lesquels on communique, sur lesquels on essaie de créer de l'attirance. On continue à avoir des publicités pour avoir des grosses voitures alors qu'on est tout seul dans sa voiture. On continue à avoir des publicités pour faire 3 fois le tour du monde sur un week-end. On continue à avoir des publicités qui montrent un mode de vie dont on sait qu'il n'est absolument pas soutenable. Et donc, il y a vraiment un changement culturel profond à avoir si on veut saisir notre dernière chance pour arriver à 1,5 degré de réchauffement climatique au maximum. Et je fais partie, comme beaucoup d'autres, de personnes. On essaie de s'engager, de trouver des solutions et d'avancer le plus vite possible. Et il faut qu'on arrive vraiment à élargir les communautés de personnes engagées, essayer de toucher les décideurs, les citoyens, pour avoir cette transformation qui, je pense, encore une fois, doit venir de l'ensemble des acteurs au même moment. Dans les solutions justement qui sont évoquées, il y a la notion de régénération des écosystèmes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie? Alors oui, effectivement, la régénération des écosystèmes est une des solutions intéressantes en soi, même si elle ne fera pas tout, bien sûr, et ça, il faut je pense, le rappeler. La régénération des écosystèmes, c'est le fait d'aller par exemple, dépolluer un sol qui a été pollué, c'est le fait d'aller reboiser une zone qui a été déforestée, c'est le fait d'aller remettre des cours d'eau ou recréer des zones humides dans des zones où on les avait asséchées, soit pour construire, soit pour faire de l'agriculture, par exemple. Les zones humides ont un rôle extrêmement important sont des véritables réservoirs de biodiversité. On a eu tendance à les assécher pour pouvoir faciliter l'agriculture ou l'urbanisation. Donc, la question de la régénération des écosystèmes, elle est vraiment fondamentale puisqu'on a plus de 30% des écosystèmes, je disais tout à l'heure, qui ont été dégradés ou fortement dégradés par les activités humaines. Donc, il faut recréer ce potentiel de nature, si je peux le dire comme ça. C'est indispensable, c'est un des engagements potentiels de la COP 15 sur la biodiversité. Donc ça, c'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. On ne pourra évidemment pas simplement compter sur la régénération, il faut aussi avoir plus de sobriété dans les usages, dans la consommation des ressources, comme je disais tout à l'heure. Mais ce sujet de la régénération fait partie des solutions. Et là, je pense qu'on a beaucoup d'opportunités aussi à saisir. On a des savoir-faire qui ont été développés en France ou dans d'autres pays, et je pense que c'est des filières d'avenir sur lesquelles il faut investir. Il faut développer de l'expertise, il faut développer des compétences, développer des solutions qui seront utiles et qui, je pense, seront des métiers qui vont beaucoup se développer, qui feront partie des solutions de demain. Et en France, on a des exemples assez intéressants de régénération qui ont été positifs pour la biodiversité. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi partager au niveau international et faire en sorte de restaurer finalement la nature que l'on a pas mal dégradée jusqu'à aujourd'hui. Concernant les océans, est-ce que vous voyez des actions plus précises qui pourraient être prises pour favoriser cette régénération? Sur la question des océans, on a un sujet sur les pollutions en général et notamment la pollution plastique. On sait aujourd'hui, on parle du 6e continent plastique avec des milliards et des milliards de particules, de morceaux de plastique qui circulent dans les océans, ce qui a tendance à affecter de manière très importante les espèces qui vont soit s'étouffer, soit vont avaler les particules de plastique qu'on retrouve dans les estomacs des espèces, dont certaines que l'on mange maintenant. Donc, on voit que ça revient dans notre assiette finalement. Donc, ça peut aider à prendre conscience. Donc,
on a un sujet très très important sur le plastique et les pollutions. On a un sujet sur la question de l'exploitation des ressources marines. Je parlais de la surpêche tout à l'heure. Comment on fait pour redescendre le niveau de pression et les volumes de poissons qui sont pêchés partout dans le monde pour revenir à des niveaux qui soient soutenables. On a un vrai questionnement et une vraie action possible à faire sur la pêche et les volumes de pêche. Ce qui veut dire derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer les habitudes, les modes de vie, qu'on mange moins de poissons, qu'on soit capable aussi d'avoir cette saisonnalité dans les poissons. C'est comme pour les légumes, il y a aussi une saisonnalité, donc de ne pas vouloir manger toujours les mêmes poissons tout au long de l'année. On est sur la partie changement de mode de vie. On a aussi des questions qui se posent de plus en plus aujourd'hui sur l'exploitation pétrolière ou l'exploitation de minerais en mer que l'on voit se développer à très, très grande vitesse avec des impacts qui peuvent être forts sur les océans. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à maintenir des océans qui soient vivants et donc qui ont une biodiversité importante. On va parler encore des coraux, qui sont de véritables réservoirs de biodiversité, des zones de reproduction de beaucoup d'espèces qui sont en train de mourir à cause, entre autres, du réchauffement climatique, puisque le réchauffement climatique a tendance à acidifier les océans par les réactions chimiques que j'évoquais tout à l'heure, et ce qui est très très mauvais pour les coraux. Ça les fait blanchir et ça les fait mourir. Donc notre sujet, c'est bien de retrouver des océans vivants avec ces 3 ou 4 levier d'action. S'il y a un engagement international fort, je pense qu'on peut avoir des résultats visibles et concrets très, très rapidement. Merci beaucoup. Alors, parlons justement d'engagement international fort. La première annonce d'envergure qui a été faite à la COP26 en cette début de semaine portait sur le thème de la reforestation avec la promesse de plus de 100 dirigeants mondiaux de mettre fin à la déforestation d'ici 2030. Boris Johnson a qualifié cet engagement d'historique. D'après vous, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un engagement historique? Alors, il y avait eu en 2014 à New York déjà un engagement international pour diviser par 2 la déforestation. On voit que globalement, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, donc, est-ce qu'il est historique? Peut-être. La question, je pense aujourd'hui, c'est quels sont les moyens que l'on va mettre pour y arriver et quelles actions on va mettre en œuvre dès demain, même dès aujourd'hui, et pas penser, comme ça a été le cas pendant longtemps dans les engagements internationaux, que 2030, c'est suffisamment loin pour attendre de voir ce qui se passe sans engager des actions un petit peu concrètes. Donc, je dirais au-delà de l'engagement, ce qui va être décisif, c'est est-ce que des actions concrètes sont mises en œuvre. On parle du Brésil qui s'est engagé aussi sur la biodiversité, alors que les derniers mois et les dernières années ont montré que c'était pas forcément sur la déforestation, pardon, que c'était pas forcément dans les priorités du président, puisqu'il y a une prise de conscience et des engagements. J'espère qu'on va pouvoir le croire et surtout qu'on va pouvoir voir des évolutions concrètes sur le terrain. Et donc, quels moyens on va mettre aussi, puisque s'il y a de la déforestation, c'est aussi parfois parce que il y a des populations qui en tirent une subsistance. Donc pour survivre, il est parfois plus facile de déforester, de lancer quelques activités agricoles ici ou là, ou de s'installer pour pouvoir nourrir sa famille. Il y a aussi une réalité sociale qui, je pense, n'est pas à négliger. Donc, si on veut trouver des solutions, il faut aussi prendre en compte ces dimensions-là et donner à l'ensemble des pays des moyens de pouvoir régler concrètement les causes de la déforestation. Sinon, ça restera des engagements en l'air. Oui, c'est bien ce qui a été d'ailleurs l'objet de le dernier revirement de l'Indonésie là, qui est revenu sur sa promesse de début de semaine au nom justement de son développement économique. Donc, on est vraiment sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, donc 16,5 milliards d'euros, c'est le montant qui a été promis en investissement, en financement public et privé pour lutter contre cette déforestation et justement à destination en partie des pays en développement pour les aider à faire face à ces deux enjeux. Est-ce que ces montants annoncés vous paraissent suffisants? Si
si c'est mis en œuvre tout de suite, c'est déjà bien, suffisant, probablement pas, et probablement pas parce que, encore une fois, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans les transformations des causes qui ont généré ces problématiques de déforestation, par exemple. Et là, le changement peut-être d'idéologie ou de vision du monde, il est bien de se dire qu'on est sur une planète et qu'on a des limites planétaires et qu'au sein de cette planète, on a les communautés humaines avec des réalités sociales à prendre en compte, comment on fait en sorte que chacun puisse vivre, puisse manger, puisse être soigné, puisse éventuellement être éduqué, etc. Et puis de se rappeler que finalement l'économie, c'est qu'un système d'échange entre les humains, entre les sociétés humaines. Il y a peut-être une hiérarchie, une hiérarchisation à revoir et sortir de l'idéologie ou de la vision où l'économie étant le principal, voire l'unique critère de décision, et de se rappeler que finalement, à la base, l'économie, c'est qu'un système d'échange entre les personnes et qui avait pour but d'être un outil pour du développement social, pour etc. Donc, ça, c'est en tout cas ce dont je crois qu'il est nécessaire d'arriver in fine, puisque sinon on aura toujours quelqu'un pour nous dire que c'est plus rentable de dégrader, qu'il y a des priorités économiques qui justifient, entre guillemets, de dégrader la nature, voire d'avoir des atteintes sur les droits humains. Et donc, il faut avoir cette volonté et ce courage politique peut-être d'afficher que les priorités, c'est bien de rester dans les limites planétaires, puisque si demain, encore une fois, les écosystèmes s'effondrent, c'est aussi les systèmes économiques qui s'effondrent. Ça a été démontré d'ailleurs aujourd'hui par des assureurs. Il y a des grandes sociétés d'assurance internationales qui ont montré que plus de la moitié du PIB au niveau international dépend du bon fonctionnement des écosystèmes. Donc à tous ceux qui considèrent que l'économie c'est important, je les invite à se pencher très sérieusement sur ces rapports-là, qui vont leur montrer que si on ne s'intéresse pas et on ne règle pas très vite les problèmes d'environnement, demain c'est toute l'économie qui s'effondrera à cause de cela. Merci beaucoup pour ces rappels. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la COP 15 biodiversité qui a eu lieu il y a quelques mois? Oui, alors la COP 15, la première partie de la COP 15 s'est tenue là, début octobre sous un format dématérialisé. Deux sujets que l'on peut retenir, donc la déclaration de Kunming en disant que il fallait devenir une civilisation écologique et qu'effectivement il fallait imaginer un futur qui maintienne l'ensemble de la vie sur Terre, les humains, les non-humains, comme on dit parfois, l'ensemble de la biodiversité, et puis la mobilisation d'un fonds pour le soutien aux pays en développement, avec différentes annonces qui ont été faites, et par exemple un fonds de 230 millions de dollars par la Chine, par exemple. L'Union européenne a indiqué vouloir doubler ses financements extérieurs favorables à la biodiversité. Donc, on a un certain nombre de déclarations et d'engagements qui ont été faits au niveau financier. Ce qu'il faut quand même peut-être rappeler sur cette COP 15 sur la biodiversité, c'est qu'elle a été coupée en deux. Donc il y a une première version, une première partie qui s'est tenue donc cette année. Il y aura une deuxième partie de la COP qui se tiendra en avril-mai 2022 l'année prochaine, a priori en Chine. On verra comment évolue évidemment la situation sanitaire internationale. Et donc ce deuxième volet aura pour but de valider les objectifs du nouveau cadre mondial pour la biodiversité, qui sera le cadre mondial 2021-2030, et qui, dans les négociations actuelles, fait l'état de 21 objectifs, dont certains que j'évoquais tout à l'heure, baisse de 50% des engrais chimiques, baisse de 2/3 des pesticides, donc pour lutter contre la question des pollutions, l'idée de conserver et de protéger 30% des espaces terrestres et maritimes, et de bien préserver et restaurer des écosystèmes, des engagements sur la réduction des pollutions plastiques, des engagements sur le fait que la réduction des émissions de CO2 se fasse sans avoir d'impact négatif sur la biodiversité, et puis aussi un sujet qui est très important et qui s'applique d'ailleurs également au sujet du climat, c'est la réduction des subventions néfastes à l'environnement, puisqu'en fait on se rend compte aujourd'hui qu'il y a parfois, soit de manière directe, soit de manière indirecte, des subventions qui sont faites
à des activités ou à des secteurs ou à des politiques qui sont défavorables, néfastes à la biodiversité, au climat ou à l'environnement en général. Donc, il y a des objectifs qui sont pour certains assez ambitieux et donc évidemment nous très attentifs à ce qui va se passer donc, dans quelques mois sur cette deuxième partie de la COP15 pour la biodiversité et qui va définir ce nouveau cadre et dont évidemment on espère que au-delà des engagements, pour certains encore une fois très ambitieux, les actions de mise en œuvre et la mobilisation de tous les gouvernements pour réussir se fera rapidement. Merci. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les COP climat sont plus suivis, notamment par les médias, que les COP biodiversité? Il y a eu, je pense, un prisme climat qui a été pris dans les années 2000, où les sujets environnementaux ont été un petit peu réduits au seul sujet climatique, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début, parce que si on revient aux conventions de Rio en 1992, il y a eu 3 grandes conventions pour l'environnement. La première, qui est la convention sur le climat, qui donne lieu au COP pour le climat. La convention sur la biodiversité, qui donne donc lieu au COP biodiversité. Il y avait une convention également sur la lutte contre la désertification. Donc, on voit qu'en 92, on avait quand même cette vision un petit peu équilibrée, si je puis dire, entre climat et biodiversité, par exemple. Et puis, le sujet du climat s'est imposé dans l'opinion publique, dans les médias, dans les décisions, et a complètement effacé le sujet de la biodiversité. Et donc, c'est ce qui fait, je pense, que on en a beaucoup moins parlé. La COP 15, d'ailleurs, les gens découvrent qu'il y a plusieurs COP, il n'y a pas que la COP du climat, on le voit aujourd'hui. Et donc, moi, c'est l'explication que j'ai trouvée qui fait qu'on a un petit peu mis de côté sur de la biodiversité et on s'est rendu compte depuis 2019, les rapports d'évaluation, le rapport d'évaluation mondiale. On en a beaucoup parlé aussi pendant la crise sanitaire, du lien entre la santé des écosystèmes, la santé humaine, la dégradation de la biodiversité. Donc, on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle One Health, c'est-à-dire une seule santé pour toutes les espèces vivantes, et qu'il faut bien avoir nos approches, des approches qui soient transversales sur la santé humaine et la santé animale, la santé végétale, la santé des écosystèmes. Donc, je pense que ça a remis sur le devant de la scène là, les sujets de la biodiversité, et on le voit maintenant, on en parle dans les journaux, on en parle à la radio, on en parle dans les publications. Le sujet de la biodiversité revient sur le devant de la scène, pas encore au niveau du climat, mais j'espère que ce sera évidemment très très bientôt le cas. Et c'est pour ça, je pense que la COP biodiversité est beaucoup moins connue et qu'on en parle de fait un petit peu moins. Je vous remercie, Sylvain, pour tous ces éclairages. Une dernière question pour terminer cet entretien. Comment, d'après vous, les gouvernements peuvent-ils faire de la COP26 un succès pour les solutions basées sur la nature? Alors, les solutions basées sur la nature, c'est des solutions, si on prend la définition qui a été faite par l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, c'est des solutions qui, au lieu de s'appuyer uniquement sur des solutions techniques, technologiques, s'appuient sur la nature pour résoudre un défi lié au climat, à l'adaptation au changement climatique, etc. Donc l'idée, c'est bien de se dire que l'on peut trouver des solutions qui sont à la fois favorables pour le climat, à la fois favorables pour la biodiversité. Et donc ça peut être une solution très très importante, en tout cas des solutions très importantes pour nos deux sujets. Comment est-ce qu'on en fait un succès? Il me semble d'avoir cette prise de conscience et de se dire que on peut trouver dans la nature et avoir des solutions fondées sur la nature qui résoudent un certain nombre de problèmes que l'on a aujourd'hui. On parle par exemple de s'appuyer sur de la restauration d'écosystèmes pour limiter l'effet des crues. Par exemple, plutôt de simplement de faire des digues en béton. Donc, il faut aussi changer de regard et se dire qu'il n'y a pas que des solutions purement techniques ou technologiques qui peuvent réduire, qui peuvent être des solutions, parce que souvent ça se révèle parfois des fausses solutions. Donc, un changement de regard d'abord, donc une prise de conscience des politiques que ce sont de réelles solutions. Soutenir leur développement, avoir des plans de financement qui soient liés à la fois pour financer la recherche, le développement de solutions, à la fois pour montrer les retours d'expérience qui sont positifs et puis
donner un peu d'exemplarité sur le sujet et s'assurer que ce soit dans l'ensemble des programmes d'aménagement du territoire, par exemple, que l'on pense d'abord aux solutions sur la nature avant d'avoir d'autres types de solutions quand on veut travailler sur tel ou tel problème. Donc, cette prise de conscience, des financements, des compétences, connaissances qu'il faut développer. Et ça, si les gouvernements s'y engagent et le mettent en œuvre, ça pourrait être aussi un très très chouette levier pour avancer sur la préservation de l'environnement. Merci beaucoup, Sylvain Boucheron. Merci à vous.